Bonsoir à tous, bienvenue, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Bienvenue à la grande dégustation Montréal façon virtuelle. Mon nom est Élise Lambert, je suis sommelière et passionnée de vin. Je suis dans l'industrie depuis maintenant plus de 20 ans pour ceux qui ne me connaissent pas et en fait, je travaille, je fais le plus beau métier du monde. Ce soir, on se fait une exploration à l'italienne. On va donc se rendre du nord au sud avec 4 grandes familles italiennes et nous avons 4 invités à vous présenter, que je vais vous présenter et qui sauront peut-être mettre un peu plus de contexte sur les différents produits qu'on déguste. Ce qui est intéressant sur la rencontre d'aujourd'hui, c'est aussi qu'on est dans les tendances italiennes avec le Prosecco, de magnifiques bulles en fait qui font partie en fait des plus gros vendeurs de bulles au monde en ce moment. On va parler de Sangiovese, on s'en va en Sicile aussi et on fait un clin d'œil à la Vénétie avec la très grande maison Allegrini. Donc un très beau parcours. Quelques règles du jeu pour le confort de tous. Je vous invite à vous installer confortablement. J'espère que vous avez vos bouteilles de vin devant vous, quelques verres, que vous avez aussi peut-être un peu d'eau pour vous rafraîchir, puisque le vin, ça déshydrate et que la seule chose qui va vous hydrater, c'est l'eau. Donc, je vous donne les règles du jeu. Sachez aussi qu'on est en live, donc vous allez pouvoir aussi poser des questions et on pourra vous répondre au fur et à mesure que les questions arrivent dans la boîte de chat, de conversation. Donc, c'est les règles du jeu, c'est simple. On est là pour le plaisir de la découverte et sans plus tarder, parce qu'on a seulement 1 heure ensemble et ça va aller beaucoup trop vite, ce que je vous propose en fait, c'est de débuter notre conversation avec donc quelques bulles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à ouvrir votre bouteille. Moi, je l'ai ouvert juste avant d'arriver en onde avec vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est de donc ouvrir cette première bouteille qui est Bottega Gold, une bouteille que vous allez probablement connaître si vous allez à la SAQ de façon régulière, puisque c'est une bouteille qui est facile à repérer sur les tablettes de la SAQ. Je vais aussi vous inviter à vous servir. Sachez que si vous avez envie d'être dans le vent, d'être tendance, ce que je vous propose aussi, c'est de vous servir dans un verre plutôt que dans une flûte. Le verre, en fait, est un contenant qui est beaucoup plus intéressant pour la dégustation que la flûte qui est souvent un peu plus restreinte. Et donc, c'est le début de notre conversation qu'on va avoir avec les bulles. On se rend dans un premier temps dans le nord-est de l'Italie, dans la région de la Vénétie, avec une appellation qui, je vous disais, a le vent dans les voiles et qui s'appelle Prosecco. Prosecco, c'est c'est mérité donc le pôle du plus gros producteur de mousseux et du plus gros vendeur de mousseux au monde dans les 2 dernières années. Les gens l'apprécient nature. On l'a aussi vu beaucoup dans l'Aperol Spritz dans les dernières années, qui a fait partie des chouchous des Québécois en fait de cocktails. Et je vous fais découvrir en fait la maison Bottega. Bottega, c'est une maison, en fait, qui est un domaine familial qui a été créé à la fin des années 1600. Et pour pouvoir nous en parler un peu plus, parce qu'on a de la belle visite aujourd'hui, on a de la visite italienne, sachez que les gens qui seront avec nous, pour plusieurs, ne parlent pas français. On a plusieurs polyglottes, mais on a aussi, en fait, malheureusement, des gens qui ne parlent pas français. Je me ferai donc la traductrice pour, en fait, résumer l'information de ce qui vous sera présenté aujourd'hui si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, la première invitée qu'on a avec nous, c'est Ariana Carafoli, qui est donc gestionnaire de territoire pour l'Amérique du Nord pour la maison Bottega. Bottega, c'est une maison qui, au départ, ne produisait pas des bulles, mais plutôt des spiritueux. Donc, Ariana, bonsoir. Bonsoir Elise et merci beaucoup de cette invitation. Et je suis très heureuse d'être ici et de vous présenter la maison Bottega et notre signature, le Prosecco Bottega Gold, qui est le produit le plus fameux dans le monde et aussi au Canada. Et, je m'excuse si je passe aux anglais, ce sera plus facile pour moi de vous raconter de nous et de nos produits. Euh, Ariana, vous êtes déjà tout excusée. Votre introduction en français était déjà magnifique. On en aurait pris plus, mais soyez confortable à passer du côté de l'anglais. Vous avez un très bel endroit. Où est-ce que vous êtes à l'heure actuelle?
I'm broadcasting from the company. Yes. This is what we call the Prosecco Bar, which is a kind of concept we are exporting around the world, where we offer our wines, the Prosecco also included, but also other wines and other liquors that we produce, and that we pair with match with Italian food. So it's our philosophy, the philosophy of Bottega, to export the made in Italy, but also our culture, our food tradition. We really like to have people enjoy our product and taste our product by drinking well and eating well. So Donc, Ariana, vous êtes en train de nous dire que vous aimez donc à déguster le Prosecco en mangeant avec des mets italiens. Et donc, le concept du bar qui vous est proposé, en fait, vous êtes en train de l'exporter un peu partout. Mais Bottega, nous, on le connaît pour ses bulles. Est-ce que vous seriez en mesure de nous parler un tout petit peu de la maison, en fait, puisque c'est un domaine familial et aujourd'hui, un des très, très gros producteurs de Prosecco en Italie. Donc, je serais curieuse d'en savoir un peu plus. Oh, bien sûr. Donc, Bottega, we are a fourth-generation family company. The company where we are today has been founded in 1977 by Sandro Bottega fathers that started with a distillery. The initial name of the company was Bottega Distillery, where we produce mainly the grappa, which is our major product from the territory. In 1983, after Sandro Bottega's father died, Sandro Bottega, which is today the owner of the company, took over the business together with his brother Stefano and his sister Barbara. So today the family is still in the business and working from where I'm speaking today. The company is based in the northeast area of Italy, in the Conigliano area, which is the typical area of the Prosecco. We are in a small village called Godega di Sant'Urbano, more or less 45 kilometers from Venice. We are in the very heart of the UNESCO Heritage Area, which has been recently declared. So this is something that makes us very, very proud, which represent our roots, our tradition, and our origins, actually. Donc, Ariana est en train de nous dire qu'on est donc, c'est un domaine familial qui, au départ, en fait, était destiné, en fait, plutôt à la distillation. Il distillait de la grappa, il produisait de la grappa. Aujourd'hui, donc, la famille s'est repositionnée, fait toujours de la grappa, mais aussi, en fait, du Prosecco. Ils sont dans le cœur, en fait, de l'appellation Prosecco du côté de Conigliano. Ariana était très contente de nous dire aussi que ça fait partie, en fait, aujourd'hui d'un territoire qui est protégé par l'UNESCO. Ariana, est-ce que je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur vos favoris au niveau des accords vin-mais? Ici, ce vin-ci, c'est un vin mousseux qui est à base du grand cépage de Prosecco qui s'appelle le Glera. Le Glera qui est un cépage donc qui fait vraiment l'identité des Prosecco. Et on est sur une méthode qui est non pas la méthode traditionnelle, mais la méthode qu'on appelle la méthode Martinotti. Je ne sais pas si Ariana, vous aimeriez peut-être nous parler un tout petit peu du produit lui-même, les températures de service, comment vous aimez à le déguster, qu'est-ce que vous aimez à marier comme produit avec cette belle bulle. Alors, the Bottega Gold is our signature Prosecco, the one who's made Bottega famous around the world and also all over Canada. It's a very special product, very distinctive from also other kinds of Prosecco that you can find in the market for some very specific peculiarity. It's produced, as you said, with a Martinotti method, but we make only one fermentation. We select the Glera grapes. It's a Prosecco made 100% of Glera grapes. Quality for us is extremely important. So we harvest the grapes mid-September by hand. Our motto from the company is fatto a mano, fait à main, handmade, really because we care about quality in all the different steps of the procedure.
And as I said, we fermented only once at a controlled temperature, which allows really to have all the flavor of the primary flavor of the wine. So if you like to taste the wine together, you will really perceive the typical flavor of the Prosecco, which is very fruity. You can Donc, comme vous pouvez voir, Ariana est en train de nous expliquer que le Prosecco est fait sur une méthode qu'on appelle la méthode Martinotti, qui implique seulement qu'une fermentation et c'est en cuve et non pas en bouteille, ce qui permet de garder beaucoup plus de fraîcheur sur le cépage Glera. Donc, ça, c'est important. Et donc, la philosophie de la maison, donc, c'est de faire les choses main. Donc, malgré le fait qu'ils sont quand même pas mal de volume, ils restent à être très consciencieux au niveau de la qualité. On nous parle un petit peu des arômes, Ariana, donc vous étiez sur le point de nous parler un petit peu de ce que ça sent et ce que ça goûte. Je vous en prie, dites-moi tout. You can very perceive the fruity part of the Glera, means peach, green apples, and the flavor of white flowers, acacia, wisteria. It's a very fresh product, very elegant, and with a very good balance in terms of acidity. Normally, I always used to say that you never get tired to drink Prosecco. Thanks to this quality, it's something very easy to drink and very flexible in terms of pairing the wine with different kind of food. Of course, as an Italian, I like to suggest pasta or seafood, the main courses, very light, white meat. But thinking about our consumer around the world, I would say that it's perfect also with Asian food, with raw fish, and also with spicy food. Really, sometimes I suggest to try to experiment. This is a perfect wine really to enjoy with friends. It doesn't matter which is the occasion for tasting it. I say there are always opportunities to celebrate something, and with the food that you have in your local market. Donc, Ariana, thank you. I love the idea that you're telling us, donc, que vous êtes en train de nous dire que finalement, le Prosecco, c'est pour toutes les occasions, puisque vous avez envie de le marier avec de la nourriture italienne, que ce soit des pâtes ou autre, alors que vous me dites, ben, si on est à l'international, ça pourrait être un cru d'eau de poisson, ça pourrait être aussi, en fait, à l'apéritif en bonne compagnie. Moi, j'aime bien l'idée du Prosecco, en fait, à l'apéritif aussi. Dans la description, là, on avait vraiment la note de pomme verte, la pointe florale, la note d'acacia. On a un côté aussi un peu sur la pêche. Et de par, en fait, la signature de ce produit-là, qui est un peu moins dosé que par le passé, ça me plaît beaucoup. C'est aussi, en fait, d'avoir un produit qui va être parfait pour l'apéritif, pour garder la bouche bien fraîche. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme début de conversation. Mais maybe one last question for you, Ariana, before we're continuing our journey. J'ai une question pour vous en ce qui a trait à l'habillage de votre bouteille, parce que Bottega Gold, c'est une bouteille qui est assez unique et qui donc se remarque sur les tablettes très certainement. Donc, parle-nous un petit peu de l'emballage, du packaging. Yes, absolutely. This is the bottle that really helped us to be very visible around the world. Packaging, it's very unique, very special, but for us, it's the representation of the quality that it's of the wine which is inside the bottle. So it's not just a beautiful packaging, but it's the expression of a very special wine. Something very important to know is that this special finishing, it's made by a water varnish, meaning that the bottle is totally recyclable. Bottega as a company is very sensitive to the environment. We are a sustainable company from many points of view. One of these is also the attention to our consumer and also to the product that we offer.
So, of course, it's a beautiful bottle to celebrate, but also to represent who we are in terms of quality and made in Italy design. Merci Ariana. Donc, elle nous disait que la bouteille, même si elle est trempée en fait dans un matériau qui peut peut-être nous sembler un peu curieux, ça reste à être un produit qui est complètement recyclable. Donc, quand vous aurez terminé de cette belle bouteille, n'oubliez pas de la mettre au bac à recyclage parce que cette bouteille-là se recycle. C'est un très bon début de conversation. J'espère que les bulles vous ont plu. Si vous n'avez pas terminé vos bulles, je vous invite à mettre un bouchon de champagne dessus pour être sûr que vous puissiez conserver vos bulles sur votre produit donc vous allez pouvoir continuer peut-être éventuellement pouvoir déguster ce Prosecco un peu plus tard puisque on doit quitter Ariana pour passer maintenant à notre deuxième discussion et on s'en va maintenant en blanc. Ariana, grazie mille, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. Merci, au revoir. Au plaisir, au revoir. On poursuit notre route avec un deuxième produit qui est donc le blanc de notre rencontre d'aujourd'hui. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de vous servir le Alastro de la maison Planeta, millésime 2020. Un produit ici, donc, qui nous transporte du nord, maintenant sur la région du sud. On se dirige maintenant du côté de la Sicile. La Sicile qui est une région qui a le vent dans les voiles grâce à certaines appellations, comme l'Etna, par exemple, mais aussi grâce à certaines locomotives qui sont des producteurs importants. Autant Bottega est un producteur très important de la région et de l'appellation Prosecco. Ce que je vous propose de découvrir en fait ici, c'est le domaine familial Planeta. Planeta, ils ont en fait des wineries aux quatre coins de la Sicile. Ils produisent plusieurs différents types de vins. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de découvrir en fait, c'est le Alastro. Et pour pouvoir nous épauler dans la découverte de ce produit, je me propose de vous présenter Patricia Toth. Patricia Toth, elle est œnologue chez Planeta et ça fait déjà maintenant plus de 15 ans qu'elle est œnologue. Ne vous laissez pas leurrer par son teint de jeune première. C'est une femme d'expérience et ça fait déjà un moment qu'elle travaille avec la maison. Patricia, thank you for being with us tonight. It's a real pleasure. I know it's very late for you, so thank you for joining us. It's a pleasure for me. Thank you. And it's a new way of traveling without moving. But at least I can be back to my beloved Canada. So I'm very happy about it. Patricia, you've been for 15 years with Planeta now. You've been working with different products. Why don't you talk a little bit about Alastro? I really like the idea that we're going toward like very fresh, very elegant wine, and that maybe the style of the winery has changed in the last few years. Maybe giving maybe less importance to oak in many of your wines. Here, I think it's a wine that is completely on oak. So why don't you talk to us about a little bit about maybe the Planeta family, and then we're gonna be tasting the wine together. So pour les gens à la maison, je vous en prie, servez-vous un verre de blanc. Et en fait, Patricia va nous présenter la famille Planeta. Planeta, please. To speak shortly about Planeta family is a little bit difficult since it's a family business, but it's a huge family. I'm Hungarian, as you said. I joined them 15 now maybe also 16 years ago, and I came for 6 months, and then they invented so many new projects that I'm still here, which is a bit hard to explain to my family, but I'm super happy about that work-wise. They are owning 5 estates today in Sicily. It all starts from Menfi, from where the family is, and the owners of the company are 15 cousins of first grade and the aunts and uncles, so it's 20 shareholders actually in the company, and they still speak with each other, so I think that's quite a miracle.
Donc, Patricia est en train de nous expliquer en fait que la famille Planeta, c'est en fait aujourd'hui cousins et oncles qui s'occupent du domaine sur 5 différentes wineries. Donc, plus de 20 personnes qui travaillent ensemble et tout le monde continue à se parler. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Patricia, qui nous vient de Hongrie au départ, qui est arrivée au domaine pour 6 mois et qui, donc, presque 16 ans plus tard, est toujours là. Donc, very happy that you stayed with us for that long. So we're in Menfi here, in the southwest of the island. Exactly, we are in an area which is where we have quite a lot of vineyards. As I told you, this is the original family property. So there are three actually bigger tags of vineyards, and we are starting from the seaside. We are starting from 50 meters above sea level, arriving to the inland, which is just 15 kilometers of a distance, but we are arriving up to 500 meters above sea level and changing terroirs quite often, starting from a clay soil and arriving to an alluvial mixed soil with younger seabed origins also in the middle. Here in the inland, in the shores of an artificial lake, which is called Lago Arancho, we have the first original vineyards, which were planted in 85. The family actually is for 17 generations in agriculture, but they transformed the whole spot to premium winemaking spot in the mid of the 80s. And this wine is one of the first labels, what we are producing since the origin, what they are producing since the origin. From 95 on, we always have the Alastro. Donc, Alastro est produit depuis 1995 et on est ici sur le site de Menfi, qui est en fait complètement au sud-ouest de l'île. C'est en fait l'origine en fait du domaine Planeta. En fait, c'est vraiment tout que là a commencé et ce qu'on vous propose en fait c'est d'aller explorer différents vignobles. Alastro is actually the name of a flower, if I understood well. Exactly, it is a name of broom. It's one of the plants which was surrounding the vineyards. It was used also as a natural fence. It was an estate which was hosting travelers with animals, and to protect them for the night, they have built this natural fence from Lumbago and Alastro, and actually we named our territorial wines based on these plants. Here in this estate, the family started with some international varieties and with focus on two very important local ones. One was Grecanico and the other one, the Nero d'Avola. Grecanico, instead of the Nero d'Avola, has a very a way more smaller territory where today is being grown in an important way. It's more focused in the Menfi area, and then you can find some in Chiaramonte Gulfi or some up here on the Etna, but one very important original variety. Donc, la famille a focusé sur différents cépages. En rouge, le Nero d'Avola, mais en blanc aussi le Grecanico, qui est un cépage autochtone de la région, qui est en fait présent en plus petite quantité, surtout dans la région de Menfi où on se trouve. L'assemblage aujourd'hui, c'est un assemblage qui contient du Grecanico et du Sauvignon blanc. I would like to see with you, Patricia, the Grecanico and the Sauvignon Blanc, what's the idea of this blend? Why choosing Grecanico and why putting Sauvignon Blanc with it? Like, I just smelled it and it's super Sauvignon Blanc. It's a beautiful, like, fresh finish. So I would like to know a little bit more about the choice of this type of blend and how you work this wine. Okay, so the Grecanico, as I told you, I actually correct myself because the original variety is a big word, but it's arriving with the Greeks, the variety of Grecanico, and then it diffuses, and now we have a good general genetical mapping of the European varieties. So we know that it's kind of like cousin to Greco, Greco di Tufo, the Garganega, also from the Soave area. It is a variety which is always quite sapid, quite linear, quite we love it a lot. It's more I would say a masculine white, and actually we understood that vinifying it alone
is great, but it's way more easier to understand it in a blend. So that's when we have chosen then Sauvignon Blanc. Both of the vineyards are in this, as I told, in this lakeshore. It's between 220, 270 meters above sea level in a channel where we always have a very good breeze, because this channel is going up to a mountain and then it's facing the sea from the other side. So we always have a constant movement of the air, so we can actually produce quite fresh grapes. As you said, our wines have changed a bit. I think that's the vineyard management, as we've learned with the years, how to get more crispy materials from which then we can vinify our wines. And we think that in this balance, in this blend, Sauvignon Blanc is giving kind of like a great push to the Grecanico to be more, to be less invert, I would say. Okay, so it's kind of like a good social meeting of the two Donc, varieties. en fait, l'idée de l'accord, ou en fait de l'assemblage avec le Sauvignon blanc et le Grecanico, c'est en fait de donner un petit peu un tremplin au Grecanico. Le Grecanico qui est un cépage qui a été amené de tout, en fait, avec les recherches qui ont été faites au niveau ampélographique et aussi en fait historique, on se rend compte que le Grecanico, un peu comme le Greco de la région de la Campanie, a été amené par les Grecs, de là son nom. C'est un cépage qui est assez musculaire au départ et qu'on aime bien assembler avec le Sauvignon blanc pour aller chercher un petit peu plus justement d'aromatique. Et on discutait aussi en fait l'idée que quand on a des vins comme ça, les vins ont changé chez Planeta dans les dernières années. Si vous suivez les vins de Planeta depuis plusieurs années, vous allez réaliser qu'il y a plus de fraîcheur, plus d'élégance sur les vins. Et ça, c'est dû au travail qu'ils ont fait du côté de la vigne pour aller chercher à récolter avec un côté plus croquant, peut-être un peu plus hâtif pour avoir justement cette élégance-là qu'on recherche dans les vins. So, Patricia, I would have liked to know, like this wine, like you're the winemaker. How do you elaborate this wine? How do you make this wine? Obviously, I'm part of a team because, as we said, we have 5 estates around. So we are 7 people between agronomists and winemakers dealing with it. In this wine, we are working, as you said, only in stainless steel, no oak. We think that then with the working on the lees gives enough thickness and enough creaminess to it. We don't want to make it heavier with the use of the oak. We are what would be your favorite pairing on this wine? Well, I would say, it's here in Sicily, it's too easy because we have a lot of seaside restaurants with only grilled fish, or from, and Alastro actually is a very great food wine also for whole courses of sea origin food. So from the small antipasti with all the sea animals up to the grilled fish. I think it's really great, but you need a bit of a sunshine and the seaside for having the full picture. So I hope everybody will have the chance to come and see this live. Well, we definitely need some sunshine in Montreal as it's starting to be fairly gray. Patricia nous disait en fait que ses accords favoris, parce que si vous êtes allé en Sicile, moi j'y suis allée avec grand plaisir, vous avez beaucoup donc de plats qui sont basés sur le poisson, sur les fruits de mer, parce que la mer est vraiment tout le tour. On est sur une île, dois-je vous rappeler, et donc on se retrouve à avoir des accords qui sont très naturels, avec un poisson grillé, avec quelques fruits de mer, avec Alastro, donc qui est cette jolie fleur que vous allez retrouver sur l'étiquette. Patricia, it's just been too short. Thank you for taking some time with us. Grazie mille. It's been a pleasure having you, and we're really looking forward to see you in person in Montreal. So, salut. I really hope to be back soon. And thank you, Alice, for your great energy and for the whole organization, and hope everybody will enjoy the wines. Thank you, Patricia. Take care. Cheers. Bye. Cheers from Vietnam. Ciao.
On continue notre conversation. Vous avez vu que ça va extrêmement rapidement quand on est en bonne compagnie. C'est souvent le problème. Ce que je vous propose à ce moment-ci, c'est de passer au rouge. Et donc, on s'en va du côté de Chianti Classico. Donc, c'est le temps de vous servir le rouge si ce n'est déjà fait. Et on est en bonne compagnie encore. Je veux vous parler un tout petit peu de la région de Chianti Classico parce qu'il y a un retour en force du Sangiovese depuis quelques années. Les gens de la Toscane je dirais, commencé à revoir le cépage, à le mettre beaucoup plus de l'avant. L'appellation Chianti, c'est une appellation qui est très connue et où le Sangiovese, c'est le grand cépage qui est roi et maître. Et on a avec nous aujourd'hui donc Livia Ledivlek qui va être avec nous pour discuter en fait du domaine la Tenuta de Perano. Pour une chose en fait, ce qui est intéressant, c'est que Livia a aussi un background comme winemaker et aujourd'hui travaille plus du côté commercial, mais un gros bagage pour pouvoir nous parler de vin. Livia, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de faire part de cette dégustation. Oui, on va parler aujourd'hui de Tenuta Pirano et de Frescobaldi en général. Parce que Tenuta Pirano, c'est une des domaines qu'on a en Toscane, dans la région de Chianti Classico. Livia, dans un premier temps, j'aimerais peut-être remettre la table sur en fait l'importance de la famille Frescobaldi parce qu'on a eu juste avant vous la conversation avec le domaine Bottega qui est au nord, avec Planeta qui est en Sicile, qui sont des domaines familiaux qui sont d'importance dans leur région et Frescobaldi est pour moi une famille qui définitivement a toute son importance dans la région de la Toscane et qui est établie depuis plusieurs centaines d'années. Donc peut-être que vous seriez capable de nous en dire un tout petit peu plus à propos de la maison Frescobaldi avant qu'on plonge en fait en Chianti Classico. Oui, alors que Frescobaldi, c'est une maison, oui. On va produire beaucoup de vins dans beaucoup de domaines, dans beaucoup des appellations en Toscane, mais surtout c'est une famille très historique, très importante pour Florence et pour la Toscane en général. Et ils vont produire vin depuis 700 ans. Alors, c'est beaucoup. C'est une histoire millénaire, presque millénaire. Ils ont commencé au sud-ouest de Florence, dans la Tenuta Castiglioni. Était presque le 1300-1400. Et après, ils ont commencé dans le nord de la Toscane, le nord-est, à côté de la montagne, à côté de l'Appennino, avec Castello Nipozzano, Castello Pomino. Et après, dans la région de Montalcino, avec Castelgiocondo. Et on a aussi un très bel domaine sur la mer, à côté de Grosseto, qui s'appelle Tenuta Miraglia. Et on va produire du vin aussi sur la petite île de Gorgona, qui c'est une prison. Ça, c'est un projet spécial, très spécial. Et la nouvelle acquisition était Tenuta Perano dans le 2017. Tenuta Perano, c'est le dernier bébé de la maison Tenuta Perano, c'est un domaine qu'on ne connaissait pas et ça vient d'arriver sur nos tablettes. Je suis très contente. Donc, si vous êtes familier à la maison avec Frescobaldi, c'est sûr que vous connaissez Pomino ou Pozzano ou en fait Castelgiocondo, qui sont des domaines qui sont très importants en Toscane et qui sont propriétés de la famille Frescobaldi. Donc là, en ce moment-ci, on attaque une appellation d'importance avec une nouvelle acquisition, donc le dernier bébé de la maison Frescobaldi, c'est bien ça? Oui, absolument, le dernier bébé, oui. Dans le 2017, on a fait l'acquisition, mais on a loué la vignoble depuis le 2014. Alors, on a lancé sur les marchés aussi la vente d'âge 2015 de Chianti Classico. Et on a gagné beaucoup de prix tout de suite. On a été mis dans la liste de Wine Spectator comme les plus beaux Chianti Classico qu'on va produire en Toscane. Très bien connu depuis le début. Oui, absolument.
Donc, la propriété a quelle dimension? Parce que quand on regarde un Chianti Classico de cette qualité-là à 23,85 $ sur notre marché, on se rend compte qu'on a un produit de très belle signature, de très belle facture, à rapport qualité-plaisir assez imbattable. Donc, ça doit impliquer en fait que vous avez quand même une certaine surface. Combien avez-vous d'hectares en propriété du côté de la Tenuta Perano? 60 hectares presque. Et c'est qu'est-ce qui fait la différence là? C'est vraiment le terroir. Parce que c'est un amphithéâtre de nature, alors il va capturer la lumière et la chaleur. Et là, le Sangiovese, au moment de la vendage, est bien mûr, concentré le nez et aussi le palais, riche dans oui, la matrice des polyphénols, Les tanins? mais aussi c'est très élégant. Parce qu'on on va jouer sur l'altitude, sur une sol bien entraînée, sur le vent, sur l'exposition sud-ouest surtout. Et ça, c'est une très belle exposition pour les Sangiovese. Alors, on va faire la combinaison dans notre Chianti Classico de corps, mais aussi de l'élégance. Et ce que je notais aussi, si vous êtes curieux de voir, en fait, une image vous met le mot, de voir la Tenuta Perano, je vous invite aussi à aller sur le site de Frescobaldi. Vous allez voir, en fait, ils ont une petite vidéo avec, en fait, les vignobles de la Tenuta Perano. Vous allez voir cet amphithéâtre-là dont Livia nous parle, qui vraiment font l'identité des terroirs. Je trouve aussi que ce vin-ci, vous parliez donc du côté il y a de la matière tannique, mais il y a du fruit en même temps, un très bel équilibre entre les deux. Euh, je croirais qu'on n'est pas à 100% Sangiovese avec ce produit-ci, n'est-ce pas? Non, oui, ça c'est 85% de Sangiovese. Et au reste, c'est du Canaiolo, mais aussi un peu de Cabernet. Parce qu'on a trouvé là aussi des vignobles de Cabernet. Alors, c'est surtout l'authenticité, le cépage autochtone de la Toscane et un petit peu de Cabernet aussi. Donc, à la maison, si vous vous posez la question, donc, qu'est-ce qu'il y en est de cette appellation-là, il faut savoir que l'appellation Chianti Classico va vous permettre d'avoir un vin à au moins 80% de Sangiovese, mais que vous pouvez ajouter aussi certains cépages de la région, le Canaiolo, qui est un cépage autochtone, et le Cabernet Sauvignon, en fait, qui va souvent aussi remplir un peu plus la bouche. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que vous avez comme accord favori avec ce produit-ci, Livia? Qu'est-ce que vous aimez à manger avec ce Chianti Classico? Alors, je suis née à Florence, j'aime bien la viande grillée. Alors, je vais vous dire la bistecca alla fiorentina en italien, mais aussi, pourquoi pas, du pâte avec de tomates frais, mais aussi avec de la viande, des ragoûts, de sanglier. On va manger beaucoup dans la campagne les pappardelle al cinghiale. C'est quelque chose de vraiment autochtone aussi pour Tout à ces fait. vins-là. Vous me faites déjà saliver avec la bistecca alla fiorentina. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la bistecca alla fiorentina, c'est une belle grosse pièce de côte de bœuf, en fait, qui est cuite avec l'os. Et c'est une spécialité donc, de la région. Et en fait, le sanglier aussi, les pâtes à cingale. Donc, c'est aussi une spécialité de la région de la Toscane. Mais ce que j'aime aussi dans le commentaire d'Olivia, et vous me permettrez, Olivia, c'est aussi que le Sangiovese et la tomate, c'est tellement un accord qui fonctionne, en fait, à cause de l'acidité du Sangiovese marié avec la tomate. On a vraiment une belle conversation entre le verre et l'assiette. Oui, absolument. Moi, je vais le goûter peut-être ce soir. Dites-moi, Olivia, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que ce vin-ci, curieusement, la plupart des gens pensent que le Chianti Classico doit absolument faire un passage en fût pour être capable de, justement, pour vieillir. Est-ce que ici c'est le cas? Parce que c'est pas dans l'obligation de l'appellation. Vous pourriez très bien travailler avec des cépages comme le Sangiovese et seulement avoir de la cuve béton, de l'acier inoxydable. Est-ce que ici vous avez un travail avec un peu de fût de chêne? Oui, on va utiliser un peu de la barrique français. Déjà utilisé. Ça va être mieux pour cette Chianti Classico parce qu'il va donner un peu du corps
Mais on doit reconnaître tout le temps la région de Chianti et la particularité de l'amphithéâtre de nature de Tenuta Perano. Alors, la barrique, il va être seulement quelque chose qui va faire donner un peu plus de corps sur cette Chianti, mais on doit reconnaître la fraîcheur tout le temps. Ben, c'est ce qu'on voit bien ici. En fait, moi, j'aime beaucoup cette note-là qui rappelle la cerise, la prune, un peu le cacao. Et non, effectivement, c'est pas le fût de chêne qui est au rendez-vous. Ça vient bien polir les tanins. Moi, c'est un vin qui m'a beaucoup plu. Donc, en ce qui concerne, en fait, la vision pour Tenuta Perano pour l'avenir, est-ce que vous avez quelques mots pour peut-être le travail que vous voulez faire au niveau du vignoble ou de l'environnement? Parce que, bon, quand on fait une nouvelle acquisition, on peut pas tout changer d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser quand on pense au futur de Tenuta Perano? Alors, on a trouvé la maison comme ça et notre président, le marquis Lamberto, avec le chef de cave, ils ont tombé amoureux immédiatement quand ils sont arrivés à Tenuta Perano. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer cet moment? On peut changer rien parce que la nature, il fait vraiment la différence sur les vins. Et on est très content de qu'est-ce que Tenuta Perano il va donner aux gens pour la dégustation. On va voir qu'est-ce qu'on pourra faire, mais aujourd'hui, on va être vraiment content comme ça. Ben, en fait, moi, je suis déjà très contente de ce produit-là. J'étais juste curieuse de savoir c'était quoi l'avenir parce que souvent, quand on achète une nouvelle propriété, on a toujours envie de faire des petites rénovations. Ceci étant, avec ce Chianti Classico, on est franchement servi pour un prix qui, à mon avis, vraiment qui vaut son petit pesant d'or. Donc, ben, grazie mille. Merci. Merci. Lisa. Et je vous attends en Toscane et à Perano. Ben, je vous le dis tout de suite, hein, invitez-moi pas trop vite parce que je m'en vais en Toscane dans 2 semaines, donc ça se pourrait que vous me voyez débarquer plutôt que plus tard. Donc, merci encore pour votre temps. Je sais qu'il est tard chez vous et merci de votre générosité. On a très hâte de vous voir au Québec. Et donc, bonne fin de vendange, bonne fin de vinification aussi du côté de la Toscane, puis au plaisir de vous revoir très, très bientôt. Merci. Merci. Grazie. Au revoir. Ciao. Donc, nous voilà sur le dernier droit de notre rencontre d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, le temps passe très vite en bonne compagnie. Ce que je vous propose, c'est en fait de clore notre discussion en retournant dans le nord, dans la région de la Vénétie. Et donc, si ce n'est déjà fait, je vais vous inviter à vous servir le Palazzo della Torre. Donc, qui est notre dernier vin de ce soir, qui est un produit qui est assez connu des Québécois, particulièrement en fait à cause d'une chose, c'est que vous avez un grand domaine, une grande famille qui est derrière Palazzo della Torre, et il s'agit de la maison Allegrini. Allegrini, c'est aussi une locomotive de sa région, de la région, en fait, on est dans la région de la Valpolicella, avec une maison, en fait, qui est établie depuis déjà plusieurs années. Et pour pouvoir nous en parler un peu plus en détail, je vous propose donc de rencontrer Robin Shea, qui est directeur export. Robin, qui est polyglotte, donc on a la chance, il va nous parler peut-être un tout petit peu en français, mais a plusieurs cordes à son actif. C'est quelqu'un qui a bien travaillé un peu partout dans le monde. Je vais l'appeler un citoyen du monde, Robin. Et donc, bonsoir, bienvenue, Robin. Bonsoir, merci beaucoup Elise, bonne dégustation. Je crois que mes capacités linguistiques ne rendront pas justice à cette heure d'excellence ce soir, mais cependant, je tiens à remercier à toi, la Grande Dégustation de Montréal, pour être ici ce soir pour parler de Palazzo della Torre. C'est ça et c'est lui. Wow! Robin, vous nous parlez de quel coin du monde je disais que vous êtes un citoyen du monde et que vous avez voyagé et travaillé un peu partout. On vous trouve où à ce moment-ci ce soir? Oui, moi j'ai travaillé. Je suis ici en Napa Valley maintenant. Je suis de Napa, mais j'ai travaillé en Espagne, en Portugal et en Italie. Et c'était pendant cette période que j'ai connu la famille Allegrini et maintenant je travaille avec la famille il y a 10 ans et avec grand plaisir parce que c'est pas mal la maison. Et tout à fait, le vin, c'est très, très joli de boire, mais aussi de penser parce que
c'est réellement une terre d'excellence. Il y a des pages qui décrivent la subtilité du vin, les cultures des endroits, mais c'est quelque chose que après, moi j'aime beaucoup pour le mode de vie. Et donc, si vous aviez à nous parler dans un premier temps brièvement de la famille Allegrini, parce que c'est une famille qui est établie depuis très longtemps du côté de la Vénétie et en fait qui a aussi une histoire. Si on y va dans un nutshell, si on va rapidement pour essayer de nous présenter la famille Allegrini, est-ce que vous seriez capable de nous en faire un petit descriptif? Mais oui, la famille, elle reste ici dans le Valpolicella. Il y a le siècle XV, et il y a beaucoup d'histoires. Mais la génération de maintenant, c'est conduit de Marie-Lisa Allegrini et Franco Allegrini. Marie-Lisa, c'est réellement le CEO. Elle aussi parle 3 langues, voyage beaucoup. C'est une personne fantastique. Et Franco, c'est le opposite, non? Et Franco, il reste toujours dans le cellier de Allegrini. Il ne voyage pas, il travaille réellement. C'est un artisan du vin, Franco. Et c'est cette relation avec ces 2 personnes qui nous permettent de faire de grandes choses chez Allegrini, être présent dans le monde, mais aussi faire de grands produits des terroirs. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas Palazzo della Torre, donc Palazzo della Torre, ça veut dire donc le palais de la tour ou le château, le domaine de la tour, qui est ici derrière vous, donc la Torre, donc c'est la tour que vous avez derrière vous, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, ce vin ici est un vin qui est assez classique de la région puisqu'il est à base des cépages Corvina et Rondinella qui sont vraiment les cépages forts de l'appellation Valpolicella. Est-ce que vous seriez capable de m'en dire un tout petit peu plus à propos de ce qu'on déguste ce soir? Mais oui, parce qu'ici, on travaille avec la Corvina et la Rondinella, qui sont 2 produits de terroir. Mais le terroir ici, il faut considérer l'influence de l'homme, de les personnes des Valpolicella, parce qu'ici, il y a la technique des passerillages. Ça veut dire de sécher les raisins avant de faire le vin. Et ça, c'est un vin tout à fait fait avec cette technique. Je crois que mon français, ce n'est pas aussi subtil pour décrire bien. C'est que tu peux parfaitement décrire, Élise, le passerillage, la 2e fermentation. Donc, Robin, tu es en train de nous parler en fait de la technique qui est assez classique à la région de la Valpolicella qu'on appelle ou la Marone en fait, ou le ripasso, qui est sur une technique ou un départ de conversation qui est similaire. Donc, ce que Robin est en train de nous expliquer, c'est que le ripasso, qui est en fait un vin qui est beaucoup aimé des Québécois. C'est une technique qui est unique à la région où on cueille le raisin et on va le faire légèrement sécher avant de le transformer pour en fait en faire de la marronne ou éventuellement du ripasso. Le ripasso, en fait, c'est Je veux laisser Robin en parler un tout petit peu parce que je voudrais pas, en fait, on veut profiter de votre expertise à vous. Si jamais, éventuellement, on a besoin de précision, je vais entrer dans la conversation, mais parlez-nous de ce produit, en fait, qui est un ripasso. Mais le vrai expert ici, c'est toi, Élise, réellement. Mais je connais très bien cette main parce qu'ici, on travaille avec cette technique de ripasso, mais dans cette vin, Palazzo della Torre, on utilise directement 30% de raisins en passeriage. Ça veut dire que ce n'est pas le 2e produit de la Marone, mais c'est un vin tout à fait avec un cœur de la Marone. 30% de raisins en passeriage, ça veut dire que de Valpolicella, que c'est un vin à 12,5 d'alcool, on passe à Palazzo della Torre, c'est 14% d'alcool. Quelque chose de riche de couleur, c'est riche en nez, mais aussi avec la capacité d'envieillir.
on De on vieillir, peut oui. dire. Donc, Ouais. ce que vous êtes en Et train de me dire, c'est que le Palazzo della Torre, c'est pas un Amarone, c'est pas un Ripasso, on est entre les deux, ouais, avec un vin donc, qui va avoir la stature, en fait, d'un Amarone, mais avec peut-être un petit peu plus d'élégance et aussi un prix aussi qui est un peu plus doux. Hein. Palazzo della Torre, c'est 24 et 30. Les Amarones, aujourd'hui, ça commence à beaucoup plus cher que ça. Donc, une bonne façon de pouvoir faire un compromis dans le prix, mais pas dans le verre. C'est mais ce que j'aime aussi. c'est ça. Mais c'est tout à fait une crue aussi. Ça, c'est le vignoble ici. Et chez nous, on travaille beaucoup avec cette philosophie d'expression du terroir. On travaille aussi un vin qui s'appelle l'Agrola, qui c'est complètement différent. C'est disponible aussi chez le SACU. C'est un vin travaillé sain, la technique des passereillages, mais toujours, c'est une grande expression du terroir parce que le notre terre, ils sont riches des calcaires. Et le vin qui vient des terres riches des calcaires, ils ont toujours cette fraîcheur, cette minéralité. Et moi, j'aime aussi. C'est une amarone, le Palazzo, c'est comme l'amarone, mais aussi avec du minéralité et de l'élégance. Donc, on sent bien le côté de fruits séchés dans ce produit-ci, qui est vraiment classique des vins d'Amarone, mais en même temps, on a aussi un côté un peu fruits frais. Donc, cette ambivalence nous amène sur un vin qui a un peu plus de complexité, ce que j'aime beaucoup. Donc, à la maison, si ça n'a pas été fait, servez-le un peu rafraîchi, hein, parce que l'alcool va avoir tendance à peut-être prendre un petit peu plus de place. Robin, je sais que vous êtes basé du côté de Napa, mais si vous aviez à faire un accord, votre accord favori, puisque vous êtes citoyen du monde, vous avez le Joker, vous pouvez me dire en fait tout ce que vous voulez comme accord, puisque si vous avez envie de mettre de la nourriture américaine sur ce Palazzo della Torre, je n'en serai aucunement offusquée. Donc, votre accord chouchou sur Palazzo della Torre. Pour moi, le typique, le classique, c'est fegato alla veneziana. Mais c'est pas un plat, c'est un plat très rare de rencontrer ici dans le Nord d'Amérique. Et pour moi, Palazzo della Torre, c'est très, très versatile. Oui, on peut dire en français parce qu'il y a, il y a de subtilité, il y a de rondeur, mais aussi il n'y a pas beaucoup de tanins. C'est pas comme beaucoup de vins d'Italie, qu'il y a beaucoup de tanins, beaucoup d'acidité. Palazzo della Torre, c'est rond, c'est douceur. Et aussi, on peut faire des mariages avec beaucoup de plats. Pour moi, le grand secret, c'est le Parmigiano Reggiano. Et aussi un fromage fait avec la technique des passereillages, pour dire, non, c'est un fromage séché à l'air, aussi comme les raisins de cette vin. Donc, en fait, j'aime l'idée d'avoir justement le côté du Parmigiano Reggiano avec Palazzo della Torre, où on va avoir presque cette sensation-là de sucrosité amenée par le vin, avec le côté très salé du fromage. Ça va nous amener aussi sur une fin de repas qui peut être super intéressante. En terminant, j'aimerais peut-être vérifier, Robin, avec vous, qu'est-ce que vous auriez en tête comme garde? Est-ce que ça, c'est un produit qu'on pourrait garder quelques années ou on boit ça en jeunesse? Tout à fait, tout à fait. Pour moi, ils ont 8 à 10 ans de garder. Ça dépend beaucoup de l'année. Oui, c'est tout à fait. On travaille sans irrigation, on travaille avec un protocole de soutenabilité. Oui. Tout à fait, la famille Allegrini, elle travaille beaucoup en bio. On a une petite maison qui s'appelle San Polo, qui fait des Brunello, des Rosso di Montalcino, qui c'est aussi disponible chez la SAC. Oui. Il c'est 5% bio. Et aussi, ici, on a le 2018 avant nous ce soir. Le 2018, c'était une année avec beaucoup de fraîcheur. Pour moi, ça, c'est un vin après des 8 ans, qui est le 2026. Et ça, réellement, dans l'apogée, the best in 6 to 8 years. Robin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager Palazzo della Torre avec nous ce soir. Merci aussi de vous être prêté au jeu du français. Votre français est impeccable, c'est magnifique. Je suis très, très contente d'avoir fait votre rencontre virtuelle. J'espère donc qu'on aura l'occasion de se revoir en personne très, très bientôt. Et donc, cheers à votre santé. Salut. Salut. Un gros merci. All mine.
The pleasure was all. I had no plan on speaking in French tonight, so c'était l'inspiration de toi avec ça. Fantastique. Merci beaucoup, Robin. À la maison, j'espère que vous avez apprécié la rencontre de ce soir. C'est une rencontre qui s'est passée beaucoup trop rapidement et j'aurais bien eu envie d'être avec vous, à vos côtés, à la Grande Dégustation Montréal. Je vais dire, ce n'est que partie remise, j'espère, pour l'année prochaine. Si les vins vous ont plu, ce sont des produits qui sont disponibles à la SAQ. Je vous laisse continuer votre rencontre. Vous avez maintenant quelques bouteilles devant vous. J'espère que vous êtes en bonne compagnie. Je voudrais vous remercier de nous avoir fait confiance et vous dire au plaisir, merci et à la prochaine. Bye bye!